Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter m'accompagne comme toujours pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons comme invité Raphaël Vercher, professeur de philosophie et pratiquant de triathlon. Salut Raphaël. Bonjour à vous. Raphaël, on a eu un gros épisode hier où on a parlé justement du rapport, des similitudes qu'il peut y avoir entre le sport, la philosophie, la symbolique de tout ça et on a conclu sur le fait que chacun va y trouver la logique dans sa pratique. Toi, en tant que professeur de philosophie qui passe 4h30, 5 heures, peut-être un peu plus sur le vélo pendant un Ironman, qu'est-ce que tu fais sur le vélo? Est-ce que tu ne contentes que de regarder la route ou est-ce qu'au contraire tu réfléchis, tu penses? Est-ce que tout ce temps passé à t'entraîner te permet d'avancer sur certains sujets, sur certaines questions que tu pourrais avoir en tant que philosophe? Oui, ça c'est très intéressant comme question, hein. Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à s'entraîner et autant de temps à penser, hein, parce que quand on est sur le vélo ou à pied ou en nageant, il y a forcément des idées qui nous traversent l'esprit. Et ouais, ça m'intéresse beaucoup moi-même de savoir ce qui passe dans mon esprit à ce moment-là, mais malheureusement, ça va peut-être être assez décevant ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup de mal à dire vraiment ce qui se passe en fait. Je pense qu'il y a une forme de rêverie qui s'installe souvent au cours de l'effort et où parfois on peut totalement s'abandonner et sortir un peu hors de soi, hein, par cette rêverie. Et en ce sens-là, on serait presque dans une forme de transcendance. Transcendance, c'est quand on sort de quelque chose et on est là finalement sans être là, quoi. Parfois c'est ce qui peut se passer. Alors les rares fois où ça se produit pas, ce genre de rêverie, c'est quand je suis en train de m'entraîner avec des objectifs très précis, par exemple où il faut que je fasse du fractionné, ou alors à la piscine où il faut que je me concentre vraiment sur la réalisation de tel ou tel geste. Dans ce contexte-là, effectivement, toute ma conscience, mon attention, elle va être occupée par la tâche que je veux réaliser de manière parfaite. Mais quand je suis dans un entraînement plus libre, et typiquement c'est ce qu'on fait quand il y a des sorties longues, bah là, oui, au contraire, je suis dans une forme un peu de rêverie où les idées, elles viennent comme elles, sans qu'on puisse vraiment savoir comment elles arrivent. Et une rêverie qui rapproche finalement l'exercice physique d'une forme de poésie, hein. Ça, c'est ce qu'on disait il y a quelque temps. Et finalement, on va être dans une rêverie qui va agglomérer tout un tas d'éléments. Ça peut être le décor, ça peut être des gens qu'on a croisés, etc., etc. Là, j'ai eu la chance il y a quelques jours de monter le Mont Ventoux. C'était la première fois que je le faisais, hein, en vélo. Et c'est une expérience qui est assez fabuleuse, hein. J'avais décidé de partir tout seul et quand on est sur le vélo dans ces cas-là, on y est quand même pour un petit moment. Et là, on passe par tout un tas de pensées qui sont d'ordre vraiment très différent. Et c'est ça qui rend justement les sports d'endurance vraiment très intéressants. Et finalement, cet aspect méditatif du sport, même si c'est pas forcément le moment où tu vas avoir la nouvelle idée du prochain livre que tu voudrais écrire ou la prochaine start-up que tu voudrais lancer ou même enfin voilà, c'est même s'il n'y a pas de takeaway, pour reprendre un anglicisme très concret qui en ressort, je pense que ça reste nécessaire de manière inconsciente structurer aussi tes pensées. Ça, tu vois, souvent on a tendance à dire la nuit porte conseil. Finalement, la nuit c'est un peu et le sport aussi, parce que la nuit, je pense que c'est une forme de méditation poussée à l'extrême, puisqu'on est complètement, on perd complètement conscience. Et là, on est un peu dans un stade un peu entre les deux. On n'est pas dans du sommeil, comme tu le disais, on est en phase de rêverie, donc on est entre le sommeil et l'éveil. Et donc je pense que c'est un moment aussi qui nous permet de refaire un peu un restart un petit peu de notre cerveau, de tout ce qu'on a en tête,
Et je pense que c'est ce qui permet aussi d'avoir de meilleures idées, ou en tout cas de pouvoir prendre de meilleures décisions, même si le processus se fait, je pense, de manière très inconsciente. Ah ouais, je suis convaincu de ça, effectivement. Il y a un travail inconscient qui se fait au travers de ces activités qu'on trouve effectivement également dans le sommeil, et dans l'activité physique, ça se fait sous un autre ordre. Après, il faut pas non plus, à mon avis, exclure le fait que quand on part dans des sorties longues, il y a aussi parfois quelque chose qu'on veut chasser, hein. Ça a été aussi montré par certains auteurs. Quand on va se lancer dans des sorties longues, ce qu'on va chercher justement avec cet état de rêverie, ça peut être aussi un état un peu d'abrutissement, hein, pour le dire d'une manière assez convenue, et un état où finalement on pense plus à rien, on pense plus forcément aux soucis qui peuvent nous empêcher de vivre, ou parfois une forme de souffrance qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'angoisse ou d'anxiété existentielle disparaît. Il y a un philosophe qui s'appelle Sioran, qui est un philosophe quand même assez pessimiste, et lui justement il disait que parce que pendant un moment il avait fait beaucoup de vélo, en fait il faisait des centaines de kilomètres par jour, et il disait justement c'est la pratique du vélo plusieurs heures par jour qui lui ont permis de trouver une forme d'apaisement. Et ça, à mon avis, c'est aussi présent. Alors évidemment, faut pas généraliser, hein, parce que peut y avoir tout à fait des triathlètes qui ont une forme de santé mentale tout à fait exemplaire. Mais chez certains, la pratique physique à outrance, ça peut aussi être le moyen de combler certaines failles un peu existentielles, certaines failles un peu narcissiques de ce type-là. Un signe qui le montre, c'est justement l'addiction qui peut s'installer là-dedans. Puisque si on a besoin de ça pour se sentir bien, finalement, si on n'en fait pas, on va se sentir mal, et donc on va vouloir continuer à pratiquer de manière un peu indéfinie. Tu parles de narcissisme. Est-ce que finalement le fait de devenir triathlète, de devenir Ironman, de faire partie de l'élite entre guillemets du point de vue de la performance physique, est-ce qu'au contraire c'est pas un peu le piège pour tomber dans le narcissisme? Oui, il y a quelque chose là-dedans, hein, évidemment. Moi, je suis toujours très impressionné quand je vais sur les réseaux sociaux de voir sur Instagram tous les triathlètes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui mettent en avant leur pratique, même quand c'est des amateurs, et qui ont tendance à se définir socialement par leur identité triathlétique. Parfois, ça va même dans le nom qui affiche dans les réseaux sociaux. Je sais pas, John Dupont, triathlète, qui est lui-même finalement assez anonyme. Et on voit que par rapport à ces quelques exemples, que il y a un sens existentiel, un sens social qui est tout à fait donné par la pratique du triathlon, qui justement met en avant tout un tas de valeurs sociales qui sont très intéressées et très intéressantes pour. Ok, mais donc du coup, on le disait hier. Et bon, on en a parlé un petit peu là maintenant à l'instant, mais j'aimerais qu'on revienne sur le statut du triathlète dans la société, parce que c'est vrai que d'un côté il y a ce côté un peu je fais partie de l'élite, et donc justement ce côté un peu élitiste de se dire voilà, moi je suis capable de et en même temps quelle est la vision que les gens, que la majorité des gens ont des triathlètes dans la société. C'est quoi le rôle du triathlète finalement dans la société? C'est une question évidemment qui est très très vaste. Oui, évidemment. Quand on se présente en tant que triathlète à des gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est, à des gens qui sont pas forcément des pratiquants, la première chose qui frappe chez eux, c'est une forme d'étonnement. Hein, de se dire déjà faire du sport c'est difficile, alors faire 3 sports c'est encore plus compliqué. D'ailleurs c'est un peu une blague qu'on retrouve chez les triathlètes, hein, de dire que les triathlètes ils font 3 sports parce que faire un seul sport c'est pas assez difficile. Donc il y a déjà cet effet un peu de sidération qui nous place vis-à-vis du regard d'autrui, où les gens vont se dire oui mais comment c'est possible de faire ça, il faut être malade pour le faire, etc. Et il y a quelque chose d'assez plaisant de la part des triathlètes de se dire oui mais moi j'en suis capable, et donc il y a ça nous installe socialement dans un certain statut, et voilà, les triathlètes sont assez contents d'appartenir à cette caste. De toute façon ça a été dès l'origine du triathlon avec l'Ironman, hein.
quand John Collins, qui est le fondateur de l'Ironman, de la distance Ironman, disait que une fois qu'on avait fait l'Ironman, on pouvait se vanter pour toute sa vie d'avoir fait ça. Donc il y a vraiment cette construction-là qui se base sur une forme de vantardise. Alors ça va certainement pas faire plaisir aux triathlètes de les enfermer un peu dans ce statut. Évidemment, c'est pas tous les triathlètes qui se réduisent à ce fonctionnement, mais en tout cas l'idée de vouloir fanfaronner un peu en se disant qu'on a réussi à le faire, que on est différent des autres, c'est quand même très présent. Et on le voit avec encore une fois les réseaux sociaux, mais également un code vestimentaire assez particulier. Quand on a un sac à dos Ironman, on adore, et moi le premier, on adore le montrer à tout le monde, même pour aller chercher son pain. Les gens qui vont avoir des tatouages, etc., etc. Donc moi-même, sur mon vélo. Il y a l'autocollant Ironman, de ma plaque de cadre que j'ai pas osé enlever. Et ça doit faire. Ça doit faire. Ça fait depuis 2017 qu'elle est encore collée parce que j'ai pas. Par flemme ou par fierté? Je me dis que c'est par flemme, mais c'est un alibi évidemment. C'est que je suis toujours très heureux quand je prends mon vélo de chrono de dépasser des gens dans des montées. En retenant ma respiration pour montrer que je suis pas fatigué évidemment et que les gens voient que j'ai fait un Ironman. Donc ça, je pense que c'est. Attends, le Ventoux que t'as monté, tu l'as monté avec ton CLM justement? Non, j'ai pas fait avec celui-là. Non, j'ai fait avec un vélo un peu plus classique. C'est peut-être pas le plus adapté. Remarque, ça doit remettre certains élèves à leur place quand t'arrives en cours avec ton sac à dos Ironman de Vichy en plus. Je pense que ça impose le respect. Mais le prof est aussi un homme normal. C'est pas un rat de bibliothèque. Oui, alors ça c'est vrai que du point de vue des professeurs de philosophie ou même des professeurs en général, il y a pas forcément une pratique physique très importante. Tant les élèves que les collègues me regardent souvent un peu bizarrement parce qu'ils sont pas forcément habitués à ce genre de choses. De la part des élèves, c'est... Pourtant, excuse-moi, mais il y a beaucoup de triathlètes qui justement sont profs parce que ça leur permet d'avoir des horaires un petit peu plus flexibles et un petit peu avec un peu plus de temps libre, on va dire, pour pouvoir s'entraîner. Moi, j'ai énormément d'amis qui sont profs et d'ailleurs, je les envie beaucoup, même si encore une fois, si je le voulais, je pourrais aussi devenir prof et basta. donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais c'est vrai que souvent je les envie un petit peu parce que effectivement, ils ont des horaires, des emplois du temps qui sont quand même vachement plus cool que dans le secteur privé par exemple, et ça leur permet de s'entraîner énormément. Ah, et c'est vrai que ça fait partie des avantages. Il y a beaucoup de professeurs, même d'une manière générale, qui choisissent de devenir prof parce que faut pas trop le répéter non plus, mais c'est vrai que ça offre un peu de loisir, quoi, en tout cas de pouvoir aménager son emploi du temps de manière un peu plus libre que quand on a des horaires de bureau, alors que ce soit pour faire du sport ou pour faire autre chose. Mais j'ai encore jamais fréquenté de collègues qui soient triathlètes, hormis peut-être des profs de sport, des profs de PS qui pour le coup vont devenir profs de PS parce que ils ont envie ils sont passionnés par le triathlon. Il y a encore un peu ce cliché au sein des collègues du fait que le sport c'est pas forcément quelque chose qui pourrait être pertinent par rapport à la culture proprement dite. Et malheureusement ça se sent aussi parce que même les collègues profs de PS peuvent être parfois un petit peu marginalisés ou pas pris au sérieux, alors que il me semble qu'ils ont pleinement leur légitimité. Dans l'imaginaire collectif, souvent on apparente le triathlète à un super-héros. Moi, c'est un petit peu cette vision que j'ai. Enfin, moi, j'ai quand j'étais enfant, en fait. Ironman, quand même. Oui, il y a ce côté-là, évidemment, ça c'est sûr. Quand j'étais enfant, par exemple, ma grand-mère vit toujours d'ailleurs dans un petit village près d'Embrun, dans les Hautes-Alpes. Donc forcément, tous les étés, nous, on voyait passer l'Embrunman devant la maison. Et pour nous, c'était incroyable parce qu'on les voyait passer à vélo. Et ils devaient avoir je crois, ils avaient fait 20 km à vélo. Et puis quand on disait, en fait, ils ont déjà nagé 4 km. Et là, il leur en reste encore 160. Et après ça, ils vont encore courir 40 km. Et donc, quand t'es gamin et que t'as 5, 6, 7, 8 ans et que tu vois passer ces gens-là tous les étés, tu te dis, mais c'est possible. Enfin, tu vois, tu les vois un peu comme des super-héros, quoi. Ah oui, ça, c'est très vrai. Et comme tu l'as dit, l'appellation Ironman, elle fait tout à fait référence à la mythologie des super-héros. Et au-delà des super-héros,
il y a le personnage d'Hercule et des 12 travaux d'Hercule. Finalement, le triathlète moderne, oui, c'est un Hercule qui n'a plus que... C'est un quart d'Hercule, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est des travaux importants parce que, comme on l'avait dit précédemment, c'est des travaux qui nous confrontent à la nature en elle-même. À chaque fois, c'est un face-à-face face aux différents éléments de la nature, et c'est finalement c'est ça qui constitue le triathlète et l'admiration qu'on peut lui opposer. Avec en plus cette dimension qui est de se confronter à ses limites d'endurance, à ses limites en termes de souffrance. Messieurs, je crois que nous avons une discussion qui pourrait durer encore des heures, mais il va falloir à un moment rendre l'antenne. Raphaël, si on veut continuer à te suivre, à échanger avec toi, à parler philosophie, alors Olivier l'a rappelé, tu as écrit un livre qui s'appelle la philosophie du triathlon. Oui, c'est ça, philosophie du triathlon aux éditions du Volcan, disponible dans toutes les bonnes librairies et sur Internet également. Et si on souhaite continuer à échanger avec toi, j'imagine que on peut le faire via ton Instagram, via ton Facebook. De toute façon, on mettra tous les liens sur les réseaux sociaux. Mais si on a la moindre question sur le sport et la philosophie et le sport, l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un, on peut prendre contact avec toi. Oui, avec plaisir. Je suis tout à fait ouvert aux discussions par les réseaux sociaux. Et au débat. Oui, au débat, mais ça c'est important, c'est l'essence de la philosophie. Je suis disponible pour le service après-vente. Génial, Raphaël. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment génial de pouvoir aborder le triathlon d'un autre point de vue finalement. C'était la première fois qu'on parlait vraiment philo et triathlon, et ce sera peut-être pas la dernière. J'espère pas. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de ces questions et d'en débattre avec un public averti comme vous l'êtes. Super, merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. Bon week-end. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.